Bonsoir à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons profiter de cet avant-dernier épisode pour pouvoir un peu clôturer la série consacrée à la pensée de Carl Schmitt. Et dans cet épisode, nous allons aborder une de ses œuvres phares qui s'appelle La théorie de la Constitution. Dans cette œuvre aussi polémique que fameusement politique, Carl Schmitt nous laisse à réfléchir sur le fondement, voire le sens originel que l'on donne de la Constitution. Aujourd'hui, dans son enveloppe juridique actuelle, le concept de Constitution qualifie et nous fait comprendre à quel point une construction humaine, que ce soit juridique ou autre, dispose d'une complexité multidimensionnelle. Entre ceux dont la considération juridique qui est propre aux constitutionnalistes, ou encore la vision de la Constitution qui serait considérée comme politisée par certains philosophes de l'État, dont ce copieux ouvrage laisse place à une immense passion dans les débats entre juristes. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, Schmitt nous dit, premièrement, que la Constitution, comme le droit constitutionnel, est avant tout construite et façonnée par une dimension politique. Cette structure politique, qu'est la Constitution, permet autant la constitution de la collectivité humaine que sa dépendance conceptuelle à l'existence de l'autorité de l'État. L'État comme institution, dans sa dimension finie, qui peut être aussi plurielle cadenation, est la seule force qui permet, par la contrainte qu'il impose, le maintien garanti de l'ordre politique comme juridique donné, et par la même occasion, la préservation de ce texte fondamental, propre à chaque hiérarchie de règles qui se prénommera la Constitution. Maintenant, comment naît cette Constitution ? C'est ça la question qu'on doit se poser. En tant que texte fondamental, Carl Schmitt nous montre que la Constitution, elle peut naître de deux méthodes. Soit par la naissance binaire entre son fondement et celui de l'État, qui sont consubstantiellement liés, soit par un pacte constitutionnel, c'est-à-dire un accord fondé sur le compromis entre une pluralité de groupes politiques qui ne sont pas d'accord dans la volonté de faire société sur des règles communes, malgré les désaccords. La constitution de l'État, donc, se fait en même temps que la création de la Constitution. Elle se présente sous la forme d'un acte conscient qui permet l'existence d'une unité politique au sein d'une incarnation matérielle, voire assez raisonnée, de l'État. Donc ici, Carl Schmitt fait un petit peu cette perspective historique entre l'Allemagne et la France, en passant par l'Angleterre, où il voit qu'en Angleterre, la Constitution se construit sur la souveraineté parlementaire, mais pas pour autant pour avoir une vision écrite de la Constitution. Il y a des sortes de conventions constitutionnelles où les parlementaires, comme les représentants des institutions politiques, se voient en train de s'assimiler par voie orale ou même en écrivant, ce qui relève des règles fondamentales de la Constitution. On peut dire que la Constitution anglaise n'est pas écrite, mais établie comme instructive au sein d'une souveraineté parlementaire. En Allemagne, c'est encore plus différent parce que, en tant qu'ancien empire germanique, l'Allemagne se bâtit sur une aristocratie oligarchique avec des princes des différentes comtés des différentes contrées allemandes qui sont ceux qui élisent le Saint-Empire germanique. Donc nous pouvons voir à travers ce Saint-Empire germanique que celui qui fait décision et celui qui maintient la Constitution, soit l'État, est né sur un principe électif de la monarchie, en passant ensuite par une confédération germanique à partir de la paix de Westphalie, dans la capitulation de Ferdinand III et de l'échec de Wallenstein. Mais dès le XVIIe siècle, la confédération germanique se caractérise par un ensemble d'États allemands, ce qui permet en tout cas le modèle allemand qui part d'un principe méritocratique du point de vue de princes électeurs. Et comme le dit très bien Hegel, et ce qui est mis dans la théorie de la Constitution, ce que Carl Schmitt cite, c'est que la Constitution écrite par la modernité n'est que le parachèvement de la lutte contre l'aristocratie, mais aussi contre le roi.
On voit que la liberté émancipant l'individu passe avant tout dans un processus de mutation de la forme classique des institutions politiques et d'une délocalisation du pouvoir en leur sein. De la féodalité décentralisée, son éclatement aboutira à une centralisation progressive des pouvoirs vers une vision absolutiste de l'État et ensuite d'une séparation du pouvoir de la religion et de l'exercice politique, propre à ce que Jean Bodin a fait au sortir des guerres de religion. Et cette fameuse centralisation des pouvoirs, qui par exemple est le cas de la France, faisait que le roi était le garant moral de la Constitution, donc c'est-à-dire de l'ensemble des règles, et l'aristocratie, une sorte de classe, entre guillemets, qui permet la respectabilité au sein des plus basses classes, donc par rapport à la noblesse, donc dans le sens de ceux qui manient les armes, ceux qui font la guerre, ceux qui préservent les intérêts de l'État comme les gens qui y contribuent, chez la classe paysanne, chez les marchands, dans les enceintes des châteaux. Mais très vite, on va voir que dès la Révolution française, quand le peuple, enfin surtout quand les élites bourgeoises qui ont instrumentalisé la révolution du peuple, ayant créé la République en même temps qu'ils se découvrent en tant que nation, en tant que nouvelle unité politique, cette fois-ci, la France passe d'un principe monarchique, d'un principe, entre guillemets, d'un principe dynastique, vers un absolutisme unitaire qui sera la conception politique de la nation. Donc il passera par une sorte de pacte constitutionnel libéral, dans le sens où ce qui ne relève plus des lignées antérieures, ce qui ne relève plus d'un enracinement identitaire, se caractérise désormais en tant que nouvelle unité politique comme des individus libres faisant une nouvelle contractualisation entre leurs propres intérêts au mépris de l'aristocratie et de l'ordre ancien. Et de ce principe-là, par l'épopée révolutionnaire, va faire naître le patriotisme jacobin, et ce patriotisme contre les aristocrates va faire naître l'absolutisme du mot nation. La nation politique, la nation en tant qu'unité politique dont je parle. L'absolutisme politique en l'État se retrouve dissoute et confiée à cette nation qui est nouvellement consciente en tant que peuple politique absolu. On peut partir du principe que la vision bourgeoisie d'une nation est souveraine comme construite sur l'élévation d'une nouvelle classe dirigeante grimpant socialement au nom du bien populaire, mais dont le lexique linguistique et le discours les conditionnent à maintenir une illusion démocratique par la participation et en oubliant la sophistication du système qu'ils entreprennent en même temps qu'ils renforcent leur pouvoir et privent la décision à travers des démarches parlementaires trop périlleuses. Ce pouvoir absolu propre à la classe populaire se trouve sous une nouvelle emprise qui est le commerce libéral des identités. Au nom d'une spéculation, au nom d'une innovation, cette confusion entre la découverte économique, la prospérité matérialiste qui se confondra avec le genre humain. Et ce renforcement de ce pouvoir en tant que nouvel État bourgeois comble, si vous voulez, la vieille envie de privilège telle... j'ai mal formulé la phrase, je vais recommencer. Ce que je veux dire à travers cela, c'est qu'au moment où ils sont passés du partisan vers les maîtres absolus de leur société, la question des privilèges n'est plus quelque chose qui renforce leur pouvoir, mais quelque chose qui les caractérise de plus en plus au fil du temps, qu'ils réinstruisent en leur idéal la classe populaire et les jeunesses qui seront instruites en leur sein à travers une vision marchande, une vision complètement pétrie par le monde de l'argent et de la découverte en permanence, et surtout par le mépris de l'honneur et par le mépris de ce qui faisait les valeurs de la noblesse et ce qui a toujours fait les valeurs à travers les chansons de geste au Moyen-Âge. Et elle s'est construite contre l'ordre aristocratique et empêchée par la pulsion individualiste et anticléricale de cette nouvelle identité de l'homme, un sens de la continuité historique, de ce qui revêt de la puissance de l'État lors des situations d'exception, comme je vous l'avais expliqué auparavant. Et dans cette volonté de libérer l'individu, en le divinisant dans sa pulsion de désir pour l'ordre mondial nouveau, il a oublié l'unité politique de l'État dans les situations exceptionnelles, comme dans le respect d'une autorité sacrée, et donc tout ce qui permet, si vous voulez,
par la violence légitime, par l'autorité, par l'acceptation de trancher ce qui relève des priorités ou non, et par le fait qu'ils aient oublié tout ça, cela détruit aussi la vision primaire, enfin la primauté que pouvait symboliser la Constitution au sens historique, et ce pourquoi elle doit être là pour permettre une société continuelle. Et la Révolution, si vous voulez, a détruit non seulement l'absolutisme de la Constitution, mais elle a surtout détruit l'absolutisme de l'État royal, pour s'élever en tant que nouvelle épopée élitaire, dont la légitimité se fait par un semblant de souveraineté en tant que peuple. Et par cette souveraineté absolue en tant que représentant du peuple, ils homogénéisent dans l'occupation des postes et dans l'offre politique sur les questions fondamentales et placer leurs proches et amis pour maximiser ces privilèges, comme s'incarner comme une élite absolue gouvernant dans l'illusion de la représentativité populaire, par la cooptation de nouveaux intellectuels et autres sociétés secrètes dans les institutions, dans les postes ministériels, par l'emprise parlementaire, l'État perd de son autonomie avec un gouvernement d'avocats de plus en plus prononcé et une incompréhension entre ce qui relève de l'existence de l'État de société par l'unité politique de l'État face au nouveau, souhaitant changer et réduire l'imprégnation spirituelle de celui-ci dans la société pour créer un homme sans Dieu et sans autorité sacrée. Ce qui fait ce fameux rapprochement vers cette égalité, c'est-à-dire en faisant violence contre tout ce qui peut incarner une autorité. En voulant se faire entendre par une élite parlementaire de plus en plus biaisée et aimant peu le peuple, nous avons un peuple tellement aveuglé dans l'orgueil individualiste de se faire entendre par la participation, qu'ils ne se rendent pas compte qu'il renforce l'élite bourgeoise plutôt que la venue d'un commissaire d'action permettant de réasseoir le sens des décisions politiques et de la prise de mesures pour redonner un sens de l'avenir par reconnexion avec l'histoire royale et catholique. Et en fait, dans cette confusion entre ce qui relève de l'évolution par le renversement et ce qui relève de la continuité de l'État au fil de l'évolution de la société et l'évolution des gens par le principe d'homogénéité, nous avons non seulement réduit l'autorité à une structure parlementaire qui, en étant informe par représentativité parce que représentante populaire, elle ne se permet plus les moyens de garantir la Constitution, mais surtout, si vous voulez, un sens décisionnaire pour trancher les décisions et maintenir ce principe de Constitution. Que ce soit la Constitution du corps social, la Constitution historique, la Constitution de l'État, la Constitution de notre identité. La Constitution, par le fait que ce soit un texte politique, renvoie à toute cette cohérence historique et évolutive d'une humanité au sein de leur société. Donc maintenant qu'on a pu voir un petit peu que c'est ce lien entre la Constitution et l'existence politique de l'État à travers toutes les forces matérielles qui peut le caractériser, on va essayer de voir quelque chose de plus contemporain, mais beaucoup plus contemporain parce que le principe dynastique, depuis les démocraties libérales, ce n'est plus trop d'actualité, donc on va surtout se pencher sur le pacte constitutionnel tel que Carl Schmitt nous en parle. Qu'est-ce qu'un pacte constitutionnel ? Ça, c'est une bonne question, même si j'en ai déjà un petit peu parlé auparavant. Pour rappeler à nos internautes, le pacte constitutionnel est un accord basé sur un compromis entre plusieurs forces politiques qui départagent un sens absolu de l'unité politique de la Constitution de l'État. Plus dans le but de compromettre l'autorité princière et la représentativité populaire. Et cela représente une unité politique qui est, en fait, si vous voulez, partagée entre le représentant de l'autorité étatique et légitime qui est le souverain et la nouvelle unité absolument politique que représente la nation par la volonté du peuple. Et donc nous avons affaire, si vous voulez, à une sorte d'historicité dualiste d'un système monarchique plutôt constitutionnel. Et cela engendre, si vous voulez, une certaine substantialité du pouvoir, mais qui est dichotomique et donc qui ne permet pas de rendre en compte cette vision de l'unité politique.
Parce que l'acceptation du peuple en tant que partie du pouvoir politique conduit souvent à une guerre sociale dans ce qui induit les priorités, comme un discours anti-élite permettant à l'identité de l'État et à l'identité du peuple de s'autodéterminer et de mieux se distinguer pour mieux rééquilibrer le pacte constitutionnel. Et en fait, par le prétexte que la politique ou même ce qui relève d'une constitution est quelque chose d'absolu dans le concept, eh bien, si vous voulez, le peuple comme l'État vont s'auto-piétiner mutuellement au nom d'une recherche de raison, le fait d'avoir raison, et surtout le sens de l'absolutisme dans l'occupation partielle du pouvoir qu'ils occupent en tant que deux parties, mais dont l'absolutisme se nourrit inconsciemment de la pulsion humaine à vouloir un sens cohérent, donc c'est-à-dire un retour vers une certaine unité politique. Et cela, malheureusement, ne rend pas service à la société, tout simplement parce que, par le fait qu'il y ait deux sphères complètement différentes qui s'accaparent, selon un principe d'égalité, un partage du pouvoir, et que chacun occupe des fonctions totalement différentes, une qui est complètement informe et qui se fait instruire pour mieux maintenir, enfin, entre guillemets, pour continuer leurs lignées anciennes dans un terroir, etc. Et ensuite, des représentants de l'État qui sont dans un autre environnement, qui ont d'autres intérêts et qui ont plus le rôle de maintenir la protection de la population que d'aller dans le sens du peuple qui, par la masse qu'elle incarne, peut, par son informité conceptuelle et même leur informité en guise d'opinion, complètement diluer la société au nom de leur volonté et de leurs caprices incessants. Et si vous voulez, par le fait que chacun se tire la couverture pour se partager le pouvoir, et même généralement pour avoir plus de pouvoir que l'autre, pour plus de représentativité, on a tendance malheureusement à avoir un État qui régresse dans sa sphère d'influence, qui régresse dans sa vision de faire décision, et donc dans son aptitude aussi à rendre légitime, ou en tout cas à rendre sensé le principe même de la construction de la Constitution. D'abord politique et puis de la Constitution au sens juridique, comme les juristes en droit constitutionnel vous l'apprennent. Et pour cela, pour permettre, si vous voulez, ce sort de partage de pouvoir, il y a une chose qu'on peut faire, c'est que le peuple comme l'État sont conscients de l'intérêt continuel de la société. Et principalement le peuple à l'égard de soumis et instruit par la volonté de son État, et du chef de l'État et du souverain. Qu'elle soit dans la représentativité religieuse, qu'elle soit aussi dans l'instruction, toujours dans cette volonté de renforcer l'État pour mieux évoluer dans l'avenir, et par le fait de travailler, de contribuer à sa société, et donc d'avoir ce sens de participation à la société dans laquelle on évolue. Et en fait, pour permettre cela, et d'ailleurs c'est un petit peu entre les lignes, il faut un principe d'homogénéité entre l'instruction étatique et populaire. Et dans l'instruction des masses, l'État rompt ce principe en réoccupant la force centrifuge de l'autorité sociale et dont le vivre ensemble, intégré à l'état de société, rend la conscience populaire informe comme étant formative de sa volonté. Et factuellement, dans une sorte de moutonnade de l'individu dans sa propre communauté, sans opinion et sans forme originelle, cela ne peut pas être suffisant pour l'exercice du plein pouvoir, comme dans la distinction entre majorité et minorité, et qui ne peut encore moins symboliser l'unité. Parce qu'il y a autant de diversité individuelle qu'il y a de peuples, et par le fait que le peuple déjà n'arrive même pas à savoir son objectivité parce que la masse est assez moutonnade, et surtout qu'elle se ressemble suffisamment, elle se maintient entre individus par une conformité morale au plus grand nombre, par le fait que la masse où l'individu, le citoyen au sein de sa communauté, ne permet pas d'avoir un sens au sens strict des décisions, parce qu'il est beaucoup trop ingurgité dans une informité identitaire dont l'État, et même le souverain, et l'instruction publique qui occupe sa volonté, a pour rôle d'instruire, pour ensuite rendre cette compatibilité entre un État avec ses intérêts et un peuple qui s'identifie en tant que tel, en tant qu'unité politique formée, formatée par la compréhension des intérêts de l'État, tout comme dans la transmission des savoirs, la transmission de l'instruction et la transmission de l'autorité spirituelle, morale et sensible qu'elle incarne dans l'inconscient collectif, comme dans ce qui fait la portée de nos lignées antérieures.
Et par la mobilisation sociale des classes inférieures ouvrières qui ont eu accès aux plus hauts postes institutionnels, il y a une méthode de gouvernance qui n'incarne plus forcément une certaine exigence intellectuelle de la continuité de l'État, ce qui a toujours été dans l'essence des nobles penseurs, etc., c'est-à-dire brasser les savoirs au sein d'une petite minorité et les concentrer pour instruire les rois et donc mieux comprendre les besoins de la société, du plus bas jusqu'en haut de l'échelle, et ainsi mieux promouvoir les réformes dans l'avenir et la décision pour épargner la population comme la société face au danger de l'exception. Et si vous voulez, ce passage d'une société d'ordre à une société de classe qu'il va y avoir au XVIIIe siècle, va complètement détricoter l'ordre social tel qu'il a été conçu depuis le Moyen-Âge, sous cette forme de stratification. Et la constitution de la société, comme la constitution au sens politique, va se baser sur une gouvernance psychologiquement libérale et sociale. Et cela empêche le rapport véritable de la décision parce qu'appartenant au corps civil. Pour Carl Schmitt, le souverain qui prend les décisions existentielles doit incarner un penchant pour le métier des armes comme dans l'incarnation spirituelle d'un ordre dépassé, mais qui reste dans un état d'esprit où on commande les armées et donc réinstalle un sens nostalgique de l'unité politique. Et cette unité politique, à travers l'État, qui permet aussi l'unité de la règle constitutionnelle et de la règle fondamentale. Et la plupart des parlementaires qui sont exerçants dans une profession libérale, comme les avocats, etc., qui mettent le sens matériel de la règle au summum ou encore l'anticléricalisme culturel comme fondement de ce qui rend un esprit libre, cela fait référence à une culture politique du droit, par exemple. Ce qui fait que le peuple présent garde une vision de l'autorité à travers une élite bon marché qui interprète le sens de l'État souverain avec le fonctionnement rationnel légal dans la perspective du progrès technique et économique, d'où l'intérêt pour Grimm, par exemple, qui est un des penseurs de la souveraineté étatique, qui nous rappelle dans ses évaluations que nous assistons à la souveraineté politique avec une souveraineté économique. Le sens de la décision souveraine avec la dépendance dans un espace de globalisation et de libre-échange mondialisé. Et le problème, c'est que quand vous mettez en avant un sort de développement technique qui permet à la fois la création de nouvelles valeurs, donc dans une pulsion futuriste, au mépris d'une vision complètement immatérielle et complètement sacrificielle de l'honneur, nous avons affaire malheureusement à une sorte de noyade de la conception politique de la Constitution à travers des groupes non étatiques qui, si vous voulez, la dépolitisent au point de la rendre que juridique, donc c'est-à-dire la rendre seulement révisable à travers un débat juridique autour d'une règle. Donc c'est-à-dire qu'à travers la représentation populaire, à travers, si vous voulez, une sorte de comment on pourrait dire ça ? À travers une sorte de remise en question constante de ce qui font les fondements de la société, par manque de décisionnisme et par manque aussi d'autorité spirituelle qui permet l'unité politique de tous, l'informité du peuple triomphe grâce à l'abstraction philosophique du libéralisme et par la même occasion remet en question toujours les fondements, ce qui fait une société instable et donc une certaine confusion des concepts qui non seulement emprisonnent l'essence de l'humain, mais non seulement empêchent le sens des priorités pour permettre la continuité saine d'une communauté humaine dans le futur qui lui est destiné. Maintenant, nous allons voir un petit peu, histoire un petit peu de parcourir ce qui fait un petit peu les différentes facettes d'une constitution. Nous pouvons voir un petit peu comme ce qui relève de la légitimité de la Constitution. Au fil de l'histoire, nous pouvons distinguer deux types de légitimité. J'en ai parlé un petit peu, mais d'abord il y a la légitimité dynastique, qui peut être le modèle de la France, ou la légitimité démocratique. La légitimité dynastique se fonde sur l'exploit, les constructions, l'incarnation spirituelle dans le sacrifice des événements au fil de l'histoire par une autorité monarchique dont le roi s'institutionnalise pour en devenir un symbole unitaire, qui catalyseur, donc ce qui représente un élément qui catalyse les foules,
et dont l'hérédité renforce son fils d'une légitimité de plus en plus renforcée pour permettre la continuité de l'État et de la protection de sa constitution. Donc tout ça pour dire que plus le roi a des exploits, et plus on peut remettre notre confiance et notre légitimité entre les mains de son fils, qui va être le continuum de l'œuvre sacrificielle du passé. Et donc ce qui relève le mieux des grandes décisions pour permettre une évolution sécurisée, protégée et cohérente de la société par la constitution politique de l'État. Le roi accompagne autant la constitution de l'État que le peuple dans la traversée des événements futurs, dans les temps de gloire comme dans les temps difficiles, mais incarne 3 composantes dont l'ordre réconcilie l'État monarchique avec l'informité du peuple, mais s'identifiant comme le peuple forgé par la royauté dans ce qui fait son aisance, sa fierté ou encore la religion qui structurera leur comportement socio-culturel comme pratique de ce qui fera leur ressemblance et le sens de la grandeur de sa grandeur à travers l'épée du roi et au nom de l'Église et de l'État. Alors que la légitimité démocratique, elle se fonde sur la volonté populaire en tant qu'unité politique, ce dont on parlait tout à l'heure, par des processus électoraux, par des démarches parlementaires, par des débats rationnels. Elle est instable et, si vous voulez, cette dynastie démocratique, selon Carl Schmitt, est instable par sa forte volatilité et elle procrée un sens de la projection sur une institution fixe en décision prise. Et par son pylône informe et mobile, il remet systématiquement en question le sens de sa destinée et accouche d'une inaptitude à se donner sa propre décision et son propre arrêt au nom de la loi. Maintenant, on va un petit peu plus creuser dans ce que Carl Schmitt appelle la théorie du pouvoir constituant du peuple et voir un petit peu les conséquences qu'il dénonce à travers cela. Donc, comme on disait plus tôt, l'abattement du principe monarchique de gouvernance par un pouvoir décisionnaire, et d'ailleurs ce pouvoir qui ordonnait la violence légitime et l'autorité spirituelle, historique, voire légitime pour préserver le bien-être de sa population et une cohérence aussi évolutive que le milieu changeant dans la perception du réel, va prendre fin. Donc cet abattement, entre guillemets, symbolise cette prise des armes contre le roi et dont le sang de la Révolution va laisser jaillir une décentralisation du pouvoir constituant de la noblesse de sang royal vers le peuple par le biais d'une élite bourgeoise qui était représentée d'abord par le tiers-état, afin de s'incarner comme une autorité légitime de l'ordre nouveau contre la tyrannie soi-disant de l'État et de l'Église. Dans un premier temps, cette bourgeoisie libérale, commerçante, elle détermine par la philosophie des Lumières de Rousseau, de Condorcet et de Montesquieu que la souveraineté réside dans la représentativité populaire, c'est-à-dire le bourgeois, leur vision populaire qu'ils voient à travers leurs yeux d'élite bourgeoise. Donc c'est-à-dire que même par rapport au fait de vouloir représenter le peuple, on a quand même une certaine distance par le fait que la bourgeoisie est beaucoup plus aisée et est dans une autre perception du réel que celle du peuple. Donc cela équivaut à synthétiser que l'avènement de l'élite bourgeoise va surtout caractériser une substitution, une concurrence entre le monde de l'argent et le monde de l'honneur, donc qui a toujours été là depuis la nuit des temps, entre ceux qui ont le pouvoir de l'argent, ceux qui ont le pouvoir de faire argent, et ceux qui, à travers la force de l'épée, se légitiment à travers l'honneur, la spiritualité et le principe religieux, et principalement chrétien, pour parler en règle générale. Et au moment où le monde de l'industrie va promouvoir le développement technique et donc améliorer le confort de l'humain, c'est là où la noblesse va sombrer en décadence. Par le fait que les contenus, le principe de la raison qui va, entre guillemets, réfléchir sur la conception du corps social, etc., va malheureusement aussi délégitimer l'incarnation spirituelle que pouvait être la noblesse. Et d'ailleurs, ce dont Klaus Schwitz en parle très très bien, donc, qui est un des maîtres à penser aussi de Carl Schmitt et qui fait partie du continuum de la philosophie allemande à l'époque de Klaus Schwitz et à partir de tout le 19e. Et donc, ce bourgeois en question va par le bannissement de l'ordre suprême et va sélectionner l'ensemble des représentants de l'ancien pour les remplacer
pour coopter des libéraux, des francs-maçons, des protestants, des penseurs qui ne sont pas de l'incarnation de l'Ancien. Donc des gens qui ne sont pas des familles de barons, des gens qui ne sont pas de sang royal, c'est-à-dire des gens qui sont, entre guillemets, des familles désignées qui, si vous voulez, vont prendre la place des autres pour installer cette instruction de l'homme nouveau qui est dans la volonté des Lumières, comme dans cette désincarnation identitaire qui va laisser place au monde de l'argent et au monde de la sécularisation à des fins purement politiques, purement laïques, et qui va, si vous voulez, représenter ce point de rupture qui va baser l'évolution de la société nouvelle sur une déconsidération de nos lignées. Et ces groupes désignés qui ont convergé leurs forces contre l'Église et le roi, afin de mettre en place ce nouvel ordre établi de la société démocratique, on va dire populaire, et par cela, ça va créer une forte centralisation des pouvoirs sur le Parlement pour permettre les réformes nécessaires pour changer le système politique. Et par la longue discussion parlementaire et la volatilité excessive des élections locales et parlementaires, on a une plus grande probabilité que la société soit instable. Et cela peut avoir pour conséquence des guerres civiles, un manque de décision, des gouvernements beaucoup trop pacifiques face à des groupes qui font sécession et qui se retournent contre la loi du groupe. Et la question privilège revient vite au devant du bourgeois, qui est le nouveau représentant de la société nouvelle, qui impose par le vote des lois l'ensemble des mesures qui développent l'état de société au détriment de l'état de nature du populaire. Et le peuple, dont le souvenir de leur père ayant fait la Révolution, passe d'un clivage institutionnel vers un clivage de classe, conditionnant la démocratie à retourner le peuple contre sa pulsion de désir, mêlant informité identitaire avec le manque d'aptitude à décider de sa destinée, indépendamment d'une instruction d'un ordre supérieur. Le peuple sociologiquement et identitairement ne peut être le signe de l'unité parce qu'on lui instruit cette idée indépendamment de sa volonté. En l'occurrence, c'est-à-dire lui faire croire qu'il est le volontaire, tout comme en illusionnant le fait que ce soit le bourgeois qui lui impose, comme la monarchie, une nouvelle identité sur laquelle il se réfère et sur laquelle il se prête à penser. Ce qui fait que et d'ailleurs c'est ce qui est le cas en France, je vais beaucoup parler du cas de la France parce que nous sommes francophones, etc. Et surtout que ça se fait toujours sur une confrontation entre la France et l'Allemagne. Que vous lisiez Bainville, que vous lisiez Clausewitz, que vous lisiez Carl Schmitt, que vous lisiez même Ratzel, que vous lisiez plein de gens, il y a toujours cette rivalité entre la France et l'Allemagne, et dont les deux modèles méritent d'être analysés, et puis principalement le cas critique par lequel traverse la France en ce moment. Et en fait, pour revenir un petit peu au cas de la France, ce qui fait que par la décapitation de Louis XVI, le père de tous les pères, comme dirait Balzac, le peuple a la culpabilité rongée et qui, si vous voulez, cette volonté d'avoir inutilement décapité Louis XVI, si vous voulez, par l'effet des événements et par l'effet de changer de régime, suite à la pulsion qu'a apporté l'élite bourgeoise. Et d'ailleurs, mais en fait, si vous voulez, Louis XVI a voulu fuir parce que Robespierre, on le voit même dans ses discours, il n'y avait pas vraiment une utilité à exécuter le roi. Mais par le fait que le roi ait voulu fuir le pays et qu'il ait voulu aller se réfugier vers son voisin prussien, je pense, dans mes souvenirs, et par le fait que, si vous voulez, il y a eu, entre guillemets, une certaine contrainte de la Prusse à l'égard du peuple révolutionnaire en disant de ne pas toucher au roi, sinon il y aurait de graves conséquences, et bien le peuple avait interprété ça comme une forme de trahison. Et c'est à ce moment-là où ils ont voulu renverser le roi. Mais par l'immense déception que la Révolution, dont la Révolution a été l'instrument pour arriver à une fin complètement ensanglantée de la population, par l'épuration que ça a pris surtout après la décapitation du roi et dans tout ce qui fera la terreur, eh ben, nous avons malheureusement un peuple français qui n'a jamais été habitué à s'aimer entre conglomérats de petits peuples, mais qui était aimé en tant qu'unité politique à travers l'amour de leur propre roi.
Et je pense qu'à travers l'esprit républicain et à travers le fait de l'élite bourgeoise qui lutte contre l'anthropologie du peuple, qui est principalement de terroir campagnard, provincial et catholique, eh ben nous avons affaire, je pense, au fait de la décapitation du père de tous les pères, ce en quoi Louis XVI est nommé par Balzac. Le peuple, je pense, est rongé par une culpabilité et par la même occasion un sens de la haine envers lui-même, et dont la pulsion violente de la société post-révolutionnaire a emporté par la soif de justice sociale une sorte de démonstration culturelle du souhait de revoir ce qui prenait la décision à l'honneur du peuple et au détriment de l'argent, le père de tous les pères. Ce qui montre que même par la révolution courtement désirée ou encore par la volonté de recommencer d'une page blanche le fruit de notre existence, l'aristocratisation illégitime des commerçants de la République des Lumières nous rappelle le mimétisme inconscient de la caste noble dont le plaisir du sang nourri de l'illimité pulsionnelle du peuple nous réhabitue à voir une vision inégalitairement normale de la société. Et cela renvoie les clés de sa subsistance à celui qui a toujours tranché les décisions dans le respect des institutions, dans l'amour de son peuple, acquis de sa confiance comme dans la sincérité de sa famille, à le servir jusqu'à la mort, c'est-à-dire le souverain, le roi, le père de tous les pères. Et on y perçoit une continuité similaire, mais dont le détournement de l'appareil de gouvernance dans un environnement autre en fait comprendre un semblant de nouveau. Mais vous voyez bien que la représentativité du chef de l'État et la manière dont De Gaulle l'a confectionné par la connaissance historique du peuple français, eh ben, on se rend compte très bien que l'épopée gaulliste en France a réhabitué le sens décisionnaire du souverain, des pouvoirs étendus, surtout dans les situations de crise, qui renvoie au président de la Ve République à travers un culte monarchique et la représentation un peu calquée du roi de France de toujours. Et si vous voulez, par la guerre des concepts que la Constitution va laisser, après le déracinement identitaire du XVIIIe siècle, et ben par cette guerre des concepts juridiques, la mentalité libérale va complètement délaisser le sens unitaire, qui était essentiel dans ce qui faisait le sens noble d'une constitution. Ben oui, parce qu'à travers la constitution, on voit le pacte politique en tant qu'unité historique. On voit aussi la constitution de notre identité, la constitution de nos institutions, la constitution de ce qui nous ressemble, la constitution de ce qui nous fait naître en tant qu'essence humainement politique. Et pour les libéraux, la constitution, dont la formalité au sens écrit, la constitution, donc, si vous voulez, la formalité de la constitution au sens écrit, elle ne représente plus le caractère d'une constitution, mais plus comme un ensemble de lois constitutionnelles. Et on le voit même rien que dans la formation de la phrase. Quand vous mettez d'autres mots pour qualifier la Constitution avant le mot, ça sous-entend que les mots précédents ont plus d'importance que les mots suivants. On dit la Constitution. La Constitution, ça veut dire une constitution au sens organique, une constitution culturelle, une constitution même politique, une constitution militaire. Voilà, la Constitution est ce qui permet le façonnement par une règle fondamentale, la cohérence structurée de tout ce qui fait et enrégimente l'humain et la collectivité humaine dans le rempart de sa société. Et quand on dit un ensemble de lois, ça veut dire que la Constitution n'est plus ce qui constitue, mais ce qui est révisé comme un ensemble de lois. Ce qui fait qu'il hiérarchise ces lois qu'en fonction de l'état de société, donc cette hiérarchie de lois, mais plus une hiérarchie entre institutions. Par exemple, l'État constitution en un seul, et les lois parlementaires qui suivent par après en tant que continuité de l'œuvre politique de l'État. Et d'ailleurs, à travers cette continuité de la loi et même l'extension du pouvoir politique et décisionnaire par la loi qui est prise, etc., et la supériorité de la Constitution et de la décision de l'État sur ce qui fait loi et ce qui fait la hiérarchie des normes, eh ben, c'est ce qui peut, entre guillemets, relever de l'ami et de l'ennemi, ou encore par le fait qu'il n'y ait plus que les lois parlementaires et plus la décision de l'État, eh ben, non seulement on n'arrive plus à faire une distinction entre l'ami et l'ennemi, mais non seulement on ignore tout ce qui peut mener à une potentielle anarchie ou une éventuelle crise politique menant à un état d'exception.
Et Carl Schmitt partage avec... mais par contre, les libéraux comme les étatistes, et ben Carl Schmitt ici partage dans l'idée libérale le fait que la Constitution représente un tronc commun qui doit être inatteignable, dans le sens où c'est vraiment l'unité politique, l'unité symbolique qui permet, par ses concepts et même par l'homogénéité dans l'essence du peuple, tout comme les élites qui sont du même tenant, eh ben, on peut avoir un côté inatteignable et garantir, si vous voulez, à travers la Constitution aussi, l'autorité de l'État. Du côté des libéraux, la Constitution est inatteignable parce qu'elle constitue un ensemble de lois plus fondamentales qu'une hiérarchie des normes, mais qui peuvent être soumises à révision. Et le problème, c'est que cette vision libérale, elle conduit à un mélange, à une confusion entre ce qui fait le pouvoir constituant et la fonction du Parlement, au mépris de voir une essence dans la Constitution elle-même. Et en fait, par cette démarche que les libéraux ne voient peut-être pas, ils affaiblissent la Constitution en même temps qu'ils affaiblissent l'État. Et dans ce contexte, Carl Schmitt est contre cette conception nouvelle de la Constitution parce qu'elle abîme la société dans ses profondeurs psychiques, dans son principe d'homogénéité, comme dans le contrôle de celle-ci par des contre-pouvoirs. En ce qui concerne les contre-pouvoirs, dans la société d'Ancien Régime, la dépendance des ordres équilibre, si vous voulez, par fruit de dépendance existentielle, ce qui peut être bien parce qu'elle prend toujours en compte la supériorité de l'État et de sa constitution, mais dans le contexte actuel, en ayant chassé les nobles du pouvoir étatique et entre guillemets que le pouvoir décisionnaire est maintenant au sein d'une classe bourgeoise, eh ben, la classe bourgeoise a transformé ce pouvoir comme un organe exécutif des décisions du Parlement et des lois donc, qui se révisent. Donc ça veut dire que la décision est complètement mêlée et passée à la moulinette à travers une continuité interminable de débats entre parlementaires. Et puis ce qui relève de la décision spontanée, intuitive et directement imparfaite de la décision du souverain à vouloir établir le maintien de l'ordre. Et dans ce paradigme libéral dénoncé par Carl Schmitt, la Constitution s'emprisonne elle-même à cause des contre-pouvoirs, qui sont des instruments politiques, comme le Parlement, comme la Cour de justice. Et cela, malheureusement, affaiblit l'autorité de l'État pour une plus grande présence parlementarisée. Donc, ça tourne toujours en rond, mais le principe reste plus ou moins le même. On va commencer par quoi ? Voilà. Donc ici, dans ce que Carl Schmitt appelle la notion positive de la Constitution, eh bien ici, dans la notion positive, il est dit que la relativité constitutionnelle, elle réside dans le sens de l'unité politique à une échelle visionnaire et globale. L'existence d'unité politique par le sens spirituel de la Constitution et de l'État n'est possible qu'avec la garantie consciente du sujet dans sa volonté politique qui veille à son maintien et à sa protection. Et la Constitution intègre l'ensemble des grandes décisions fondatrices dont l'État légitime la défense et l'existence comme des normes juridiques culturellement compatibles avec la sécurité réglementée, la souveraineté du peuple par la force suprême du souverain. Et les décisions face à l'exception fondant les composantes de la Constitution sont ce qui fait sa substance. Cette Constitution symbolise la pierre angulaire qui permet à l'organisation humaine de perdurer dans sa dimension naturelle à travers, si vous voulez, une sorte de cohérence avec l'état de société et dont la légitimité historique a toujours servi de rempart, empêchant la société de sombrer dans le chaos propre au désordre naturel de l'humain ou encore préserver face à des guerres civiles ou à des dangers extérieurs. Et cette Constitution se bâtit aussi sur un compromis entre les sensibilités politiques existantes dans le moment historique donné, dont les points de vue politiques touchant au fondement, voire même dépassant les clivages, font de l'ordre concret l'essence de l'État et la préservation constructive d'un sens de l'existence, quitte à utiliser la violence et les armes dans les temps de difficulté et de pure nécessité. Mais quand la plupart du temps,
une force politique est plus importante dans le compromis, il y aura plus de place dans le façonnement du contenu textuel de la Constitution. Qu'est-ce que ça sous-entend par là ? Ça sous-entend que quand un pacte constitutionnel est créé pour faire un État, ce qui est le cas par exemple de la Belgique, pourquoi est-ce que la Belgique, par exemple, a une constitution qui a certes toujours imprégné dans une culture chrétienne, mais comment ça se fait que la Belgique s'est présentée comme un modèle libéral ? Ça, c'est important de le dire, parce que le pacte constitutionnel s'est fait entre les libéraux et les catholiques, dans un premier temps. Et ensuite, les socialistes se rajouteront à partir des années 1880, avec la vague marxiste. Mais pourquoi est-ce que nous sommes dans une démocratie libérale ? Tout simplement parce que lorsqu'il y a eu, par exemple, comment on pourrait dire ça ? Lorsqu'il y a eu, si vous voulez, l'indépendance de la Belgique, la révolte s'est faite dans une sorte d'autorité libérale, dans le sens où on émancipe l'individu pour revendiquer ses droits, etc., etc. Ici, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de principes libéraux ? Pourquoi est-ce qu'on a plus une conception libérale quand on parle de la Belgique ? Tout simplement parce que la révolution a été faite par des gens qui ont été sensibilisés par une idée libérale de la nouvelle nation belge, donc c'est-à-dire ce qui est le cas de l'article de la Constitution qui est le roi Philippe est le roi des Belges et pas le roi de Belgique. Ça sous-entend que la représentativité populaire va être au centre de la Belgique nouvellement créée en 1831. Et pourquoi est-ce que c'est autant une démocratie libérale et la représentativité populaire est tellement au centre ? Tout simplement parce que la force politique a été la plus prégnante et la plus existante lors du processus de la Révolution contre l'envahisseur hollandais, était principalement issue d'une psychologie libérale. D'où pourquoi on a été vers de plus en plus de sécularisation, de plus en plus vers une guerre scolaire contre l'enseignement catholique. Le projet belge même a été de se révolter contre les catholiques, pour épargner, si vous voulez, cet ordre libéral qui a été foncièrement majoritaire dans toutes les décisions et dans la formation de la Constitution de la Belgique. Maintenant, après, là, on peut parcourir les différents concepts qu'il y a dans la conception de Carl Schmitt. Par exemple, la loi fondamentale. Parce que la loi fondamentale, elle concerne quoi ? Vous pourrez le voir dans vos cours de droit constitutionnel. Elle concerne l'ensemble des normes juridiques considérées comme intangibles et importantes aux yeux des milieux politiques influents du moment temporaire concerné. Donc, tu vois, le but de ce terme juridique est de pluraliser la Constitution pour la rendre aussi considérée qu'une autre loi dans une inégalité, dans une hiérarchie des normes. Et cela pour retirer l'autonomie politique de l'État, centraliser le pouvoir parlementaire et les élections piège à con, pour renforcer le pouvoir des juges, pour renforcer l'État de droit bourgeois, et d'ailleurs qui renforce aussi l'institution parlementaire qui s'est toujours instruit, comme dans l'instruction des juges, à travers une haine de l'autorité de l'État. Parce qu'à partir du moment où vous dites que la Constitution est un tout au sein d'un ordre juridique commandité par les juges, et d'ailleurs dont les juges de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État n'en sont que les garants, ça veut dire que la décentralisation du pouvoir politique se fait à travers la décision, à travers la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et même, voire aller plus loin, vers la Cour européenne des droits de l'homme. Et à partir de là, à travers ce pouvoir des juges qui est assez nouveau, et d'ailleurs dans lequel nous sommes en plein dedans, vous voyez bien qu'à travers la liberté d'expression, à travers aussi la volonté de faire passer les réformes pour soigner et assainir nos économies, on voit bien que malheureusement le pouvoir des juges prime beaucoup trop sur la possibilité de faire des réformes, au nom de l'idéal des droits de l'homme, du libéralisme, etc. Alors que ce qui est marrant, c'est qu'ils font toujours une sorte d'indifférenciation entre les droits de l'homme et les libertés publiques. Mais je tiens à dire, peut-être aux libéraux qui sont nuls en histoire, que sous la monarchie, mais même sous les anciennes républiques armées, on a toujours eu des libertés publiques et on a toujours eu des consultations populaires. Voilà. Donc arrêtez de nous faire croire que l'humanité a commencé à partir de 1789 et à partir de votre naissance, ce qui est beaucoup trop flatteur pour pouvoir vous considérer comme des monarques, chers amis. Donc pour revenir un petit peu donc, à cette fameuse idéalisation de la notion libérale de la Constitution,
Le problème, c'est que cette conception libérale, elle se légitime dans une lutte contre la monarchie absolue de droit divin. Voilà, comme l'histoire nous le raconte, sous l'approche d'une divinité en l'individu. Donc ça veut dire que c'est ça qui est marrant, c'est que ils ont reproché à la monarchie absolue de droit divin de représenter le roi comme un dieu et surtout de reprocher les privilèges de l'Église en tant que corruptrice ou escroc, entre guillemets, comme une sorte d'arnaqueuse, si vous voulez, des gens qui escroquent le peuple, etc. Alors que les libéraux, ils ont tout fait pour détricoter ce qui rendait l'ordre permettant la liberté des individus dans leur propre sphère, permettant l'épanouissement de leur métaphysique à travers l'ordre de leur métier, à travers leur conscience en tant que peuple, à travers l'amour de leur prochain, tout comme l'amour de ce qui permet une autorité vis-à-vis de leur soumission à Dieu. Vous voyez, toute cette cohérence qui partait à la fois d'une imprégnation culturelle et purement spirituelle, eh ben, elle est complètement bafouée pour la mettre dans la capacité finiment matérialiste et volontariste de l'individu. Donc ça veut dire que la divinité qui était représentée par Dieu à travers l'intermédiaire de son roi, et donc, si vous voulez, permettre à la fois cette conscience entre la religion et l'homme, à travers aussi une structure politique qui lui permet son essence, eh ben, on est passé d'une structure politique, de cette vision religieuse du monarque, à travers une conception absolue et complètement divinisée en l'individu, et dans sa volonté de faire société indépendamment d'une éventuelle appartenance. Et cette divinité individualiste nouvellement révélée par la prospérité privée et la liberté de la multitude de l'emprise, d'une certaine emprise collectiviste, d'un ancien régime qui aurait été mortifère. Et en l'occurrence, cette constitution s'est construite sur cette résistance à l'autorité de l'État dont je vous parlais, mais surtout s'est idéalisée sur un modèle enraciné dans une France complètement révolutionnaire et a été européanisée et à travers tous les autres pays historiques, ayant complètement, par la suprématie du nombre de Français, complètement désarticulé l'équilibre européen qui faisait les États-nations depuis les monarchies, eh ben, l'idéal révolutionnaire a été sauvé par Napoléon, et Napoléon ayant bâti une monarchie impériale, donc c'est-à-dire en ayant rebâti un culte monarchique à travers, si vous voulez, une alternance de représentativité, à travers un modèle républicain, un modèle, si vous voulez, révolutionnaire, à travers les idées de droits de l'homme, les idées libérales des Lumières, eh ben, ça a complètement européanisé cette construction conceptuelle contre une autorité de l'État. Ok. Et cette constitution qui a été maintenant européanisée depuis le Code civil napoléonien, eh ben, il ne se pense idéalement qu'à travers le prisme de l'individu, et non sur l'existence de ce qui fait l'unité politique en la représentation de la Constitution, fruit de la force de l'État. Donc, laissez-moi juste 2 secondes pour permettre la fin de la partie consacrée à la théorie de la Constitution. J'aurai juste un petit truc, attendez. Voilà. Donc, la critique, donc maintenant pour un peu adoucir et un peu faire une sorte de petite conclusion par rapport aux grandes idées sur le libéralisme juridique que se fait Carl Schmitt. Eh bien, premièrement, comment Carl Schmitt se pense avec le libéralisme juridique et que dénonce-t-il ? D'abord, la première chose que nous devons nous poser, c'est la suivante. Qu'est-ce que le libéralisme juridique ? Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un courant de pensée, donc, vous voyez, qui est né au milieu d'intellectuels dont l'ensanglantement des révolutions, passant par l'Angleterre, par les États-Unis puis en France, a permis de légitimer une vision nouvelle d'un ordre délaissé par la liberté individuelle, mais surtout d'une opposition à l'État des anciens. Pour ce faire, l'État bourgeois a forgé une centralisation du pouvoir autour des parlements et a fondé la notion d'une décision sur une forme de débat et de compromis. Quant au respect de la Constitution, elle se base au sommet d'une hiérarchie des normes et placée entre les mains d'une classe de juges s'étant construit depuis Jean Bodin jusqu'à nos jours et qui s'est incarnée comme nouvelle classe sociale ayant un pouvoir et une convergence des luttes avec le Parlement contre l'État. Et le libéralisme s'est incarné par des libres penseurs comme Condorcet, qui a été vraiment le prophète libéral de la séparation des concepts au point de complètement décorréler le sens humain à travers l'élaboration d'un concept rationnel.
Cette fameuse séparation de l'Église et de l'État au nom d'une représentativité démocratique et populaire, mais ce que je tiens à dire, et ce qui va être dans la continuité de Condorcet des gens, par exemple, qui sont les fondateurs du libéralisme juridique allemand, comme Hans Kelsen, ou encore des gens comme Krabbe, qui en sont des convergents de combat, et ben le problème, c'est qu'ils créent une forme de séparation entre la morale ou la raison, mais surtout, pour ce en quoi on parle, ils scindent la politique de la règle juridique. Mais le souci, c'est que l'être humain, certes, il a bien sûr le cerveau sélectif pour savoir ce qui relève de ses besoins ou non, mais surtout ce qui relève d'une stabilité identitaire, c'est surtout le besoin d'une interprétation cognitive nourrie d'une cohérence. Qu'elle soit visuelle, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit cognitive, qu'elle soit sonore. La cohérence, la cohérence en termes absolus, est au centre de tout ce qui permet une stabilité psychique et une construction fixe d'une identité humaine. Et à travers cette fixation qui permet aussi le fait de faire société, ou en tout cas un ordre qui permet d'habiter ensemble et d'accentuer les ressemblances entre nos semblables, eh ben, si vous voulez, elle se fait par un mélange qui peut être parfois, qui ne s'amalgame pas approximativement, mais qui se complémente, entre une conception morale, une conception de la raison, et les deux faisant aussi l'essence d'un certain sens politique. Et le problème, ce dont ces gens-là ne parlent pas, c'est que même si on sépare, par exemple, l'Église de l'État, pour éviter que la politique de l'Église ne soit plus dans la manœuvre politique des institutions, l'être humain assimile toujours une dimension politique à l'institution ou à la dimension religieuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un petit peu ça, l'entre-deux, qui crée toujours cette forme de manque d'éclaircissement et de clarté et d'incohérence dans ce processus de rupture. Alors, donc voilà, nous pouvons voir une première opacité. La première est qu'il ne vise que l'objectivité, sans prendre en compte la subjectivité de l'humain. Ça, c'est vraiment un second clivage. Non seulement on sépare la dimension politique de l'interprétation juridique des lois et même de ce qui fait l'essence d'une constitution, et en même temps, on sépare ce qui relève de la raison, qui n'incarne que la vérité parce qu'objective, et une subjectivité qui se retrouve emprisonnée par cette même raison et qui éloigne de plus en plus les gens de la vérité et donc de Dieu. Et donc ennemis de leur propre cohérence, puisque la raison n'est qu'une parcelle parmi tout un puzzle cohérent qui fait la psychologie humaine, depuis toujours. Alors, où est-ce que j'en étais ? Et donc, tout comme en oubliant que la séparation conceptuelle du droit et de la politique ne signifie aucunement une séparation de la dimension politique du monde juridique, tel qu'il s'est façonné, en l'occurrence, dans la face à la fois morale, organisatrice comme rationnelle, donc comprenant cette subjectivité, comme l'objectivité d'une communauté humaine, eh ben, c'est tout cet ensemble, en fait, c'est ce qui légitime l'autorité du pouvoir décisionnaire de l'État, qui est représenté comme sécuritaire, assez monstrueusement biblique, comme au Léviathan de Hobbes, et dont, si vous voulez, la continuité naturelle de la pensée de l'État schmittien. Donc, si vous voulez, pour un petit peu éclaircir tout ce qui a été dit dans cette petite partie, le libéralisme, par cette utopie conceptuelle, dans une nouvelle vision rationalisée de l'homme nouveau et complètement libre de toute emprise et appartenance, eh ben, ce courant ne prend plus désormais en compte le sens de l'autorité, mais aussi qui ne prenne plus en compte qu'un fonctionnement rationnel légal de l'interprétation du droit, sans prendre en compte l'essence qui a mené à la normativité juridique de la règle. En l'occurrence, le fait d'une décision supérieure, symboliquement et spirituellement ancrée dans une légitimité historique, continuelle et cohérente aux identités du peuple, formée et formatée par l'idéal de son État, détenteur des savoirs, des brassages, depuis l'ordre des passés jusqu'au présent conscient qui détermine chacune des décisions. Et si vous voulez, la chose que nous pouvons ajouter est que ce libéralisme qui a vu le jour au XVIIIe siècle, et même qui a permis la sécularisation des États-nations durant tout le XIXe siècle, a permis, par absence morale de toute imprégnation communautaire ou encore religieuse, l'état de société qui s'est développé dans toutes les sphères économiques, scientifiques, techniques,
mais qui a oublié, qui a renié le sens politique, c'est-à-dire le sens de ce qui fait l'essence de l'humain dans sa vision d'elle-même. Et donc ce qui fait que ça perd aussi en fadeur morale. Donc il suffit juste de voir la beauté des bâtiments, par exemple, vous voyez bien comme un certain sens... on voit bien vraiment à quel point la fadeur des bâtiments est un peu aussi le reflet artistique de ce qui a pu être cette évolution. Dans une certaine notion où l'être humain, si vous voulez, se construit philosophiquement en fonction de sa structure identitaire et qui assoit, si vous voulez, une certaine ascendance morale liée à l'honneur au sens des valeurs immatérielles sur un processus fini, on voit bien qu'il y a toujours une dimension humaine qui s'empare de l'esthétique, de l'architecture et même de la manière de concevoir les grands bâtiments qui ont fait, si vous voulez, les monuments historiques et même les constructions historiques des villes, suivant ensuite la nécessité des guerres, etc. Mais la dimension morale, la dimension spirituelle a toujours été le reflet architectural de la morale humaine qui baigne dans un présent déterminé. Et on voit bien que depuis qu'on a complètement démoralisé la conception de la règle et que maintenant l'être humain se retrouve complètement amputé ou voire même désarticulé de chacune des parcelles qui fait son identité et qui ne repose plus sur aucune appartenance mais sur un système de gouvernance politique et sur la manière de se concevoir à travers un objet de marché qui évolue dans un monde complètement artificialisé et qui renforce un certain état de société comme pourraient dire certains philosophes post-marxistes, comme on pourrait dire, eh ben, on voit bien que la beauté des bâtiments n'y est plus et que la nécessité liée à un processus industriel, la nécessité du confort, a surpassé la conception morale de l'individu. Qu'elle soit dans la sphère publique, dans les relations établies, comme dans la manière de concevoir l'architecture des villes et tout ce qui va avec. Et cette dimension politique qui est niée dans leur concept a anéanti l'État. Donc, en plus de ce que je vous ai dit, eh ben, cette conséquence, c'est que ça s'est bâti sur un anéantissement de l'État, dans son autonomie de puissance, et cette fois-ci, qui est destiné comme, pour la bâtisse d'un ordre nouveau, un organe administratif qui est contrôlé par le Parlement, qui gère l'administration des discours, des compromis, mais qui ne gouverne plus et qui n'assoit plus les décisions. Et en fait, si vous voulez, c'est que l'ensemble de tous ces acteurs non étatiques qui vont surpasser la dimension politique de l'institution historique, eh ben, elle va interpréter la vision d'une société à travers une totalisation de son essence, dans une totalisation de sa formation, dans le sens où l'individu va se retrouver submergé à travers une totalisation d'un état de société. Et en fait, elle se réhomogénéise en emprisonnant l'essence de l'humain, mais en rendant l'humain conforme comme une prothèse organique qui accompagnera le monde industriel et le monde, si vous voulez, des machines, ou le monde de l'État qui s'est vu comme étant le tenant du non-étatique sur l'étatique. Donc voilà, tout ça pour dire que à travers, si vous voulez, tout ce qui est arrivé du XVIIIe siècle et même un petit peu avant jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons voir que depuis que l'État n'incarne plus une autorité autonome, dans un contexte de développement sociétal des acteurs hors de sa zone d'influence, mais qui ont pris une dimension politique et l'ayant remplacée, et ben, par cette noyade de la dimension politique dans les autres sphères que celle de ce qui relève depuis l'essence même de l'humanité, c'est-à-dire celle qui relève d'un ordre suprême, et ben, tout cela est un peu le reflet d'une sorte de diagnostic, d'une transformation totalisée d'une société qui emprisonne par standardisation, industrialisation, l'état de nature purement politique de l'homme et aussi de la construction naturelle qui a permis l'émergence de l'État et des classes subordonnées. Et le problème, c'est que le libéralisme a fait passer toute cette homogénéité qui s'est fondée à travers tout le Moyen-Âge à travers une sorte d'état
d'hétérogénéité. Et par le fait qu'on bâtisse plus sur la ressemblance vers ce qui nous ressemble, mais vers ce qui nous différencie et vers ce qui nous permet de faire concurrence au nom du progrès individuel, eh ben, nous avons hétérogénéisé l'État au point de ne plus savoir ce qui relève de la politique de l'ami et de l'ennemi, et encore plus, ce qui est dans la logique de cet épisode ici, à désincarner ce qui relève de notre propre constitution. Qu'elle soit politique, juridique, organique, qu'elle soit étatique, ce qui relève de notre constitution, ce qui relève de notre unité politique n'est plus. Par cette hétérogénéité qui a puisé une sorte d'épopée flatteuse sur la déconstruction d'un passé qui aujourd'hui fait sombrer notre présent politique dans les ténèbres. Et dont la renaissance identitaire qui a été enclenchée dans les années 80 prend racine seulement aujourd'hui et par lequel on devra reconstruire ce qui relève notre constitution et ce qui relève notre, au-delà des abstractions que les philosophes souhaitent nous faire part, une certaine complaisance à l'égard de ce qui incarnait ou de ce qui nous ressemble. Et le fruit de notre ressemblance fera le sens de la Constitution, la réexistence d'une décision de l'État et aussi une inégalité juste qui pourra nous faire prendre en compte le principe cohérent de notre propre unité politique en tant que peuple religieux, identitaire, culturel et surtout le reflet formaté de notre État. Voilà. Donc voilà, c'est ici, j'ai été un petit peu long, c'est un long épisode, 1h06 déjà. Et ben nous avons entamé donc la théorie de la Constitution que j'ai voulu un petit peu adapter à travers du jonglage historique, un petit peu pour éviter de trop rester dans les concepts. Et j'espère que cela vous a plu. Commentez si cela vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur d'éventuels inconvénients, ainsi je pourrai voir pour des prochains auteurs. Ainsi, on fera plus jamais 2 fois la même erreur. Et voilà, donc c'est ici que je vous laisse à vos occupations. Et une excellente soirée à vous et une bonne semaine. Bonne soirée à tous.